Vous évoquiez tout à l'heure quelques éminents chercheurs qui ont été à l'origine de la physique quantique. Je crois qu'on peut mettre Werner Heisenberg, avec que j'ai découvert récemment à cause ou grâce au champ de l'art, avec une performance sur son principe d'incertitude. Lui, il restera dans l'histoire sur cette idée d'incertitude. Oui, c'est une catastrophe. Parce que vous voulez dire, c'est ce qui cache sa pensée. Ce principe des certitudes s'est enquisté dans la culture contemporaine d'une façon qui trahit son énoncé. Okay. C'est-à-dire que Heisenberg comprend qu'une particule quantique, c'est pas comme un objet classique. C'est-à-dire que ça n'a pas une position et une vitesse bien déterminées, et que vous ne pouvez pas mesurer en même temps la vitesse et la position d'une particule. Donc il a énoncé en 1927 ce qu'on appelle le principe d'incertitude. Et quand il a compris que ça suscitait un malentendu, que son énoncé était mal compris, il en a changé le nom, il l'a appelé le principe d'indétermination. Donc il y a un énoncé du principe d'incertitude qu'on retrouve aujourd'hui encore dans les livres de terminale, qui est le suivant. La mécanique quantique montre qu'on ne peut pas mesurer avec une précision arbitraire la vitesse et la position d'une particule. Conclusion. En tout cas, c'est celle qu'on tire à la lecture de cet énoncé. La physique quantique limite notre pouvoir de connaître. La particule a des propriétés qu'on ne peut pas mesurer, et donc on ne peut pas en avoir connaissance. Et ça, c'est un contresens total. Ce que dit la physique quantique, c'est que les particules quantiques ne sont pas des corpuscules. Elles n'ont pas une vitesse et une position bien déterminées. Elles sont décrites par ce qu'on appelle des champs. Ce qui veut dire que si nous ne pouvons pas les mesurer simultanément avec une précision arbitraire, c'est non pas parce qu'il y a une limitation de notre pouvoir de connaître, mais parce qu'elles n'ont pas ces propriétés. Et si elles ne les ont pas, on ne peut pas les mesurer. Et d'ailleurs, celui qui me paraît-il, son nom est le plus porté, associé à l'idée de physique quantique, souvent c'est Schrödinger, on pense notamment à l'expérience de pensée avec le chat. Mais lui a un terme autre, qui paraît très très juste par rapport à l'informatique quantique, c'est l'idée de superposition. Enfin, c'est pas lui, je crois, qui a inventé l'idée de superposition, c'est plutôt Paul Dirac. En fait, l'idée de base de la physique quantique, et d'ailleurs à partir d'elle on peut déduire tout son formalisme, c'est ce qu'on appelle le principe de superposition. En effet, si A, alors on décrit les états des objets physiques par des entités mathématiques, on peut appeler A, B, C. Par exemple, un électron qui serait présent ici, je pourrais dire qu'il est dans l'état A. Puis un électron qui serait présent ici, je pourrais dire qu'il est dans l'état B. Parce que dit la physique quantique, c'est tout simple. Si la particule peut être dans l'état A, et si elle peut être dans l'état B, alors on peut aussi la mettre dans l'état A plus B. Ce qu'on appelle la superposition, θ. Et toute la question est de savoir que veut dire A plus B. Alors vous pourriez dire c'est une sorte de mélange. C'est A plus B, ça veut dire qu'elle est au milieu des deux, enfin entre A et B. Et donc, quand vous faites une mesure, vous avez une chance sur deux de la trouver en A et une chance sur deux de la trouver en B. Mais si vous la trouvez en A, vous allez dire, mais je la trouve en A parce qu'elle était déjà dans A. Or, la physique quantique vous disait non, elle était dans A plus B. Donc, vous allez vous dire, la physique quantique n'a pas toutes les informations. Je la trouve en A, c'est qu'elle était déjà dans A. Et quand la physique quantique me dit qu'elle était en A plus B, c'est parce qu'il lui manque une information qui, si elle la possédait, me permettait de prédire à coup sûr que je trouverais A si elle est dans A. Et bien, ce qu'on a montré, c'est que tout le débat entre Einstein et Bohr, c'est que ce raisonnement est faux. Alors vous évoquez Paul Dirac, que j'avoue, je connaissais moins que les autres. Vous devriez lire sa biographie. Oui, je le ferai. Et alors, en même temps, la personne me fascine aussi par son intérêt pour, alors je ne sais pas comment le dire, je ne vais pas dire la réalité, mais pour ce qu'il observe à un instant T, qui ne le rend pas toujours extrêmement sympathique. Il y a des exemples. Disons que Dirac, et ça manque à beaucoup de gens, il voulait dire que des choses vraies. Oui, ça c'est. Pour lui, la conversation, c'est pas simplement pour communiquer comment allez-vous, etc. Non. Soit on dit des choses vraies, soit on dit rien. Donc il ne disait pas grand-chose. Voilà. Parce qu'il n'y a pas grand-chose de vrai à dire, mais il avait une puissance, une interrogation du réel absolument fascinante. Par exemple, il raconte, c'est une blague que je raconte, c'est pas une blague, c'est une anecdote vraie
que je raconte souvent, mais il était dans le train en face de Paoli. Paoli, un autre père fondateur de la physique quantique, qui hésitait sur la bonne façon de lui parler, parce que pour la raison qu'on vient de dire, il n'était pas facile d'accès, quoi. Et Paoli voit, au travers de la vitre du wagon dans lequel il se trouve, alors qu'il traverse une prairie, il voit des moutons qui sont en train de paître. Et Paoli voit ce spectacle, revient vers Dirac et lui dit « Regardez Dirac, on dirait que ces moutons-là, ils ont été fraîchement tondus. » Dirac regarde, il ne veut dire que des choses vraies, et il revient vers Paoli et lui dit « Oui, au moins de ce côté-ci. » Et grâce à vous, Vous voyez, c'est vrai, quand vous voyez des moutons tondus, vous dites qu'ils sont tondus, et il faudrait les regarder de l'autre côté. Et donc ça veut dire que notre vision, on va tirer une conclusion générale sur les moutons dans leur intégralité à partir d'un point de vue partiel. C'est-à-dire que notre vision, elle fait jouer un principe d'invariance à partir d'une vue qui est limitée. Alors, il y a une autre histoire comme ça que je connais grâce à vous sur une discussion, je crois, avec un politicien anglais qui ne sait pas comment faire la conversation et qui lui dit il y a du vent dehors. Ah oui, c'est quand il a eu le prix Nobel en 1933, je crois. Il est reçu à Oxford à un banquet. Il y a le ministre assis à côté de lui et qui lui dit, parce que les arbres sont couchés par le vent, etc. Il lui dit « It is very windy tonight ». Dirac, sans rien dire, se lève, va sur le balcon, revient s'asseoir à côté du ministre et lui dit « Yes, sir ». At least on the balcony. Alors, pour revenir justement, puisqu'il fait partie de ces gens, de ces chercheurs essentiels sur la physique quantique, aujourd'hui on parle aussi de plus en plus d'informatique quantique. Ça semble être des promesses énormes, même si pour l'instant j'ai l'impression, je crois savoir qu'il faut un ordinateur à l'entrée, un autre à la sortie, des vrais ordinateurs, et qu'au milieu il y a une espèce d'énorme machine à refroidir, une espèce d'énorme frigo. Enfin, ça nous apparaît quand même assez loin, tout ça, même s'il faut rappeler que l'informatique de la sortie de la guerre, c'était l'équivalent de votre iPhone dans une pièce comme ça, enfin bien moins puissant d'ailleurs. Donc ça peut aller plus vite, mais ça semble être des promesses quand même assez énormes. Oui, c'est ce qu'on appelle la deuxième révolution quantique. J'ai parlé tout à l'heure du débat entre Einstein et Bohr. Ce débat, il a été tranché par une expérience, pas par une suite d'expériences, à partir des années, en gros, 1980. On a découvert ce qu'on appelle la non-séparabilité quantique. C'est-à-dire qu'il y a des intrications entre des particules qui ont interagi dans le passé qui sont beaucoup plus fortes que toutes les intrications que la physique classique permettait de prévoir. Et ça a permis une révolution technologique, avec notamment l'ordinateur quantique, qui est une possibilité qu'on examine avec des gros moyens. Personne ne sait dire s'il y en aura un jour qui seront vraiment opérationnels. En tout cas, il y a des embryons de tels systèmes qui sont déjà assez impressionnants. Et il se peut qu'en effet, on ait un jour une informatique complètement quantique qui changerait la donne et qui permettrait, par exemple, de résoudre des problèmes très complexes que les ordinateurs classiques mettent beaucoup de temps à résoudre. En tout cas, ce n'est pas sur nos rayons de supermarché tout de suite. Ce qui me permet d'évoquer justement les sciences et technologies et les innovations et usages. Il y a beaucoup de gens qui confondent un petit peu, alors que souvent, c'est une question de décennies pour passer d'un laboratoire de recherche à un laboratoire de recherche et développement et à des usages. Ça va quand même très vite. C'est quand même très vite. Ouais. C'est-à-dire que même en intelligence artificielle, beaucoup de gens disent que ce qui se passe est plus rapide que ce qui avait été anticipé. Alors l'ordinateur quantique est peut-être une exception par rapport à ce qu'on est en train de dire, mais il faut aussi tenir compte du temps d'adaptation des populations pour les usages. Même si il faut bien remarquer que un des credos des philosophes des Lumières, notamment des encyclopédistes, d'Alembert, Diderot, si vous regardez les 24 tomes de l'encyclopédie, il y a des textes évidemment avec des entrées alphabétiques, il y a des entrées, des textes, il y a beaucoup d'illustrations, il y a des planches qui montrent comment les objets techniques de l'époque, métiers à tisser, moulins à vent, comment fabriquer du verre, etc. Et quand on lit l'introduction, on s'aperçoit que les encyclopédistes pensaient que plus il y aurait d'objets techniques dans la société, plus les principes scientifiques qui rendent ces objets possibles seraient connus des populations. Donc c'était l'idée que la technologie serait vectrice de pédagogie scientifique.
Ça a pu être vrai à une certaine époque, mais aujourd'hui, c'est plus vrai du tout, puisque plus un objet est complexe, plus il est facile de l'utiliser. L'exemple, c'est votre téléphone portable. Dans un petit volume, il y a une complexité effroyable, que d'ailleurs très peu de gens maîtrisent, en fait quasiment personne, mais ça n'handicape pas du tout la facilité avec laquelle vous vous en servez. Autrement dit, la technologie nous éloigne de la science qui la rend possible. Personne ne sait dire comment marche un téléphone. Vous appuyez sur l'écran, sur des lettres, comment ça se passe. Vous écrivez un message, vous l'envoyez à votre correspondant en Australie, qu'il reçoit très rapidement. Par où c'est passé? Par quel miracle? Personne n'en sait rien. Donc ça veut dire qu'on a un rapport magique à la technologie, facilité par le fait que son design est tellement commode que nous n'avons plus besoin de comprendre ses principes de fonctionnement pour l'utiliser comme un enfant de 5 ans.